Les tirailleurs, c'est des instinctifs. J'ai voulu qu'ils chantent, leur mélopée, etc. Ils n'ont pas voulu chanter. Ils sentaient que ça allait mal se passer. Ils sont arrivés en horde hurlante et mitraillante, et la compagnie a été pratiquement décimée en un quart d'heure. Ça se battait en dessous, ça se battait à droite, à gauche, devant sur la crête aussi. Même à l'arme blanche. Moi, j'ai vu mon adjoint avec son poignard, il en avait je ne sais pas combien poignardé au passage pour pouvoir passer. Catastrophique, les blessés, on était obligé de les abandonner. Qu'est-ce que les Viet en ont fait, j'en sais rien. J'espère qu'ils les ont tués. J'espère qu'ils les ont brûlés. Moi, si j'avais été valide le 8 octobre au matin, j'aurais tué les blessés, parce que je savais qu'ils allaient mourir dans des conditions épouvantables. Comment l'armée Viet Minh, une petite armée révolutionnaire, sans blindés ni aviation, a-t-elle pu anéantir en quelques jours seulement, aux confins du Tonkin, 8 des meilleurs bataillons français? C'est pourtant ce qui s'est déroulé en octobre 1950, autour de la route coloniale numéro 4, suite à l'abandon de la ville de Cao Bang. Cet événement, longtemps passé sous silence, est le déclencheur d'une onde de choc qui va entraîner non seulement la perte de l'Indochine 4 ans plus tard, mais qui préfigure déjà aussi la chute de l'empire colonial français. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le très réactionnaire Empire nippon occupe l'Indochine et soumet par là même à sa botte les autorités coloniales françaises. Ho Chi Minh, le leader communiste vietnamien, entre alors en résistance à la fois contre l'envahisseur japonais et le colonisateur français. Il fédère autour de lui diverses tendances nationalistes dans un front uni de libération, le Viet Minh. Lorsque Hiroshima entraîne la défaite japonaise, Ho Chi Minh proclame le 2 septembre 1945 l'indépendance du Vietnam sur la place Ba Dinh de Hanoï. Và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Mais la France ne l'entend pas de cette oreille, et soucieuse de récupérer son empire colonial, elle agit vite pour réaffirmer sa présence en Indochine. Le général Leclerc, commandant supérieur des troupes, et l'amiral Thierry d'Argentlieu, haut-commissaire de la France, sont mandatés par le général de Gaulle pour rétablir la souveraineté française sur l'Indochine libérée. Mais en faisant du neuf, c'est-à-dire en construisant une fédération indo-chinoise autonome au sein de la nouvelle Union française. Ainsi, dans un premier temps, la France s'entend avec Ho Chi Minh et signe même une convention le 6 mars 1946 qui reconnaît le Vietnam comme un État libre intégré dans l'Union française. C'est plein d'espoir qu'Ho Chi Minh débarque à Paris en juin 1946 pour ratifier cet accord. Et s'il est reçu comme un chef d'État, c'est un leurre, car jamais les discussions avec le gouvernement français ne vont aboutir. Bien au contraire, les groupes de pression colonialistes au Vietnam reprennent leur influence et poussent le haut-commissaire à ne pas respecter la Convention. Pour eux, l'Indochine doit rester française. Après de multiples accrochages, le port de Haiphong est bombardé par la marine française le 23 novembre 1946. En représailles, les troupes Viet Minh provoquent une insurrection à Hanoï le 19 décembre suivant. C'est le début de la guerre d'Indochine. Ho Chi Minh prend le maquis, puis est rejoint par son gouvernement de la République démocratique du Vietnam, dans lequel le général Giap est chargé de la conduite militaire de la résistance. La France envoie de nouvelles troupes pour mener cette guerre qui ne dit pas encore son nom.
Un jour, tenté par l'aventure, j'ai entendu dire qu'on cherchait des volontaires pour aller au Maroc. Et je savais que le Maroc, c'était le vivier des gens qui partaient en Indochine. Donc je me suis porté volontaire pour aller au Maroc. J'ai débarqué à Casablanca. J'étais affecté au 2e régiment de tirailleurs marocain. Et quelques mois après, nous étions en partance pour l'Indochine. Il y avait une exaltation de l'empire colonial à laquelle les jeunes Français un peu généreux, les scouts, etc., toute cette bande à laquelle j'appartenais, exerçaient une certaine séduction. Mon instituteur, qui était très laïque au meilleur sens du mot, était lieutenant d'infanterie coloniale, et il nous montrait les colonies comme une grande aventure. Goût de l'aventure, envie de changer d'horizon, d'autant plus que comment dirais-je, l'ambiance n'était pas tellement fameuse au sortir de l'occupation. Tous les espoirs de la libération, bon, ils ont tourné en eau de boudin, donc on s'emmerdait, quoi. Quand nous sommes arrivés à bord du Pasteur, et le Pasteur a mouillé dans la baie d'Along. Et il a mouillé à la tombée de la nuit. Et c'était extraordinaire. C'est un choc, indéniablement. C'est le jour et la nuit, c'est l'éblouissement, c'est fantastique. Et on a eu l'impression qu'on arrivait dans un autre monde. Et c'était bien un autre monde qui nous attendait. Un pays qui était à la fois un pays de rêve, parce que dans ma génération, c'était Matonkiki, Matonkinoise. Et puis en même temps, on nous avait dépeint des Viet Minh qui étaient cruels, qui torturaient les gens. Enfin, c'était tout un séjour et toute une guerre, à la fois cruelle et romantique. Hanoï, par définition, parmi les anciens militaires, c'était le petit Paris. Donc aucun dépaysement, à part une multitude de gens avec des yeux bridés, mais où l'accueil était sensationnel. Il n'y avait aucune contrainte, il n'y avait pas d'attentat à Hanoï. Les gens là-bas, vous vous recevez, commercez, c'était chaleureux. La vie était douce, on avait les permis sur le soir, il y avait les cafés, il y avait les bistrots, les cinémas. Enfin, c'était sympa, quoi. C'était une bonne entrée en matière. Il m'est arrivé des petits sergents d'être nommés chef de poste dans un endroit absolument impossible, où il y avait des tigres, où il y avait des ours, où nous étions perchés sur un petit mamelon avec un petit groupe de combat, avec quelques grenades, un fusil mitrailleur, etc. Tout à fait désarmé, un poste à manivelle pour communiquer avec le PC, et une liaison toutes les 2 ou 3 semaines. Voilà, donc parfaitement isolé envers et contre tout, et il fallait se débrouiller seul. On n'avait rien. Il fallait être officier, lieutenant, pour avoir une boussole et une carte. Heureusement pour nous, on avait des hommes du cru, il y avait toujours 1 ou 2 ou 3 ou 4 qui vous disaient « Moi, Sepp, c'est bien connaître, moi, Sepp, c'est bien connaître ». Et puis ça partait. Et au départ, j'étais seul comme Français dans ma section, avec mes 40 types. Il n'y a que les encadrements qui sont purement français. Les autres, ils sont de toutes les nationalités. La Légion étrangère. Il y avait 80% d'Allemands. Il y avait certainement d'anciens SS. Mais enfin, de toute manière, on ne va pas leur chercher les poux dans la tête. J'ai l'impression que le gars qui avait combattu pendant 5 ans dans les armées allemandes, pour se reclasser dans le civil, ça ne devait pas être tellement facile. Hein. Ah, c'était une armée complètement disparate. Parce qu'il y avait aussi toute l'infanterie coloniale qui était noire. C'est facile de dire noir, mais l'Afrique, c'est grand. Il y avait des Africains de toutes les ethnies et de tous les pays. C'était un brassage incroyable. Les Marocains n'étaient pas des Arabes, c'était des Berbères. Des gens solides qui respectaient l'armée française. Pourquoi est-ce qu'ils respectaient l'armée française? Parce qu'ils aiment les armes. Ils étaient extraordinaires. C'était des gens, de véritables marathoniens. Ils faisaient des kilomètres. Ils avaient l'habitude, dans leur douar, de se déplacer à pied.
Une grande partie du contingent est constituée par la population locale ralliée à la France. Ces supplétifs vietnamiens représentent plus de 40 000 hommes en 1950, soit un tiers des effectifs de l'armée française en Indochine. L'ennemi, à l'époque, il était absolument insaisissable. On le sentait partout, mais en fait, il ne se dévoilait jamais. La guerre, à l'époque, se limitait à des embuscades, des coups de main. Le premier contact, non, ils ont été, comment dirais-je, c'est des escarmouches, des piqûres d'épingle, voyez-vous. Du nettoyage, du ratissage. C'est dans le nord du Tonkin, dans cette jungle où s'est réfugié Ho Chi Minh et son gouvernement, que le corps expéditionnaire français rencontre le plus de difficultés, le long de la route coloniale numéro 4. De Lang Son à Cao Bang, la RC4 allonge ses 116 km le long de la frontière de la Chine en pleine zone Viet Minh. La dernière portion, qui va de Tat Khe à Cao Bang, traverse une région particulièrement hostile. Une cinquantaine de kilomètres qui serpentent au milieu de la forêt tropicale, à travers des gorges étroites, des cols élevés, des falaises abruptes. La RC4 est pourtant l'artère vitale qui permet d'alimenter Cao Bang. C'est une grosse ville avec un fleuve à gauche, un fleuve à droite, qui encercle complètement la ville. Et la RC4 arrivait de l'autre bout, où c'était le coin ouvert, avec la citadelle, qui bloquait l'entrée de la ville. C'est-à-dire, pour prendre cette ville, ça aurait été difficile. Et c'était une ville importante pour la bonne raison, c'est que ça bloquait tout ce qui venait de Chine. Rien ne pouvait passer. Vous avez la RC4 qui serpente, et tous les 10 à 20 km, vous avez un poste sur le piton le plus élevé qui est chargé de défendre la route. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ben on part le matin et on occupe les pitons, qui sont les mamelons, boisés, rochers, etc. Et quand les pitons sont occupés, le convoi peut passer. Et on fait ça, enfin c'est très dur parce que ça monte. Hein. Enfin, c'était encore une fois des berbères de l'Atlas. Moi j'étais savoyard, bon j'étais pas tout à fait manchot, quoi. Ces cols sont extrêmement dangereux sur le plan tactique parce que ce sont des endroits bénis pour faire des embuscades. À des endroits, elle est complètement défoncée. D'abord parce que les Viettes mettaient des mines sans arrêt. Les Viettes coupaient la route en morceaux. C'est ce qu'on appelait les touches de piano. Alors on faisait des convois de plus en plus longs pour des raisons de sécurité. Alors dans ce convoi, il y a tout ce qu'on veut. Il y a les commerçants chinois, il y a les armes, c'est une vraie expédition du Far West. Et ce qui s'est passé le 3 octobre 1949, où il y a eu un massacre épouvantable, ouais. Toute la colonie est passée. Et j'étais ensuite, avec mon groupe, c'est-à-dire 12 à 20 hommes, ramasser les morceaux. Et là, évidemment, quand ils attaquent, ils vont jusqu'au bout. Hein. Non, mais on s'y habitue très vite, hein, faut pas... On s'habitue à l'horreur assez vite. Le général Revers, chef d'état-major de l'armée de terre en visite en Indochine quelques mois auparavant, avait prévenu le gouvernement français dans un rapport. Il préconisait notamment l'abandon de Cao Bang, qu'il jugeait trop exposé, et l'évacuation des places fortes de la haute région afin de regrouper les défenses françaises dans le delta du Tonkin. Mais ce rapport ne fait pas l'unanimité chez les responsables militaires locaux, qui déclarent Cao Bang place forte imprenable et stratégique, qui gêne considérablement les communications entre la Chine et le Vietnam. Cette analyse est balayée en octobre 1949 par un événement majeur, la victoire des communistes de Mao Tse-tung, qui précipite les débris de l'armée nationaliste chinoise de Chiang Kai-shek à la frontière du Vietnam. Craignant une incursion de l'armée communiste sur les talons des nationalistes, les Français récupèrent les armes des vaincus. On part à Mont Cai, qui est sur la frontière de Chine, et le 1er décembre 1949, on nous dit la Chine est communiste.
J'étais à côté du capitaine Feuillet, je lui dis, mais s'il y a 1 milliard de communistes en face de nous, il faut qu'on foute le camp. Il me dit, ferme ta gueule, arrête, tais-toi, t'es pas là pour ça. Pour le Viet Minh d'Ho Chi Minh, encore caché dans sa jungle tonkinoise, les choses changent. La reconnaissance officielle de son gouvernement par la Chine et l'URSS en janvier 1950 lui apporte un soutien moral de poids. Mais c'est surtout sur un plan matériel que l'aide chinoise en armement et formation va permettre à l'armée Viet Minh de mener désormais une guerre moderne. La France se retrouve malgré elle en première ligne de cette guerre idéologique entre les deux blocs, communistes contre non-communistes. La guerre d'Indochine vient de changer de nature. Elle devient partie prenante de la guerre froide. Le maréchal Juin est venu voir le 11e Tabor et il nous a tenu un langage absolument altier, guerrier, etc. Vous avez une mission, c'est combattre le communisme qui actuellement gangrène tout l'Est asiatique et vous êtes des porteurs de cette mission. Il faut absolument que vous rétablissiez la France là-bas. C'est votre rôle, c'est votre devoir. Entendre ça des bouches de cet homme, on était gonflé à mort, à mort. Il avait une prestance, il était auréolé d'un passé extraordinaire, quoi. Alors, la vérité, c'était ça pour nous. Il nous disait la vérité. On ne cherchait pas à comprendre. Depuis le début de l'année 1950, la situation ne cesse de se dégrader. La route coloniale numéro 4 est devenue impraticable et Cao Bang, qui ne peut plus être ravitaillé que par avion, ressemble à une enclave de plus en plus mince en territoire Viet Minh. Ce Viet Minh qui passe à l'offensive dans la zone et qui, en mai 1950, à la surprise générale, s'empare sur la RC4 de la place forte de Dong Ke. Le général Carpentier, commandant en chef des forces du corps expéditionnaire français, et le colonel Constant, responsable de la zone frontière nord-est, sont pris de court par cette attaque. Ils finissent par décider l'envoi d'un bataillon de parachutistes. Avant qu'ils prennent la décision de nous larguer ou de ne pas nous larguer, il était facilement 5 heures de soir. On était parachutés à 6 heures, quoi. Et c'est ce qui nous a sauvés, parce que les Viets étaient absolument persuadés qu'il était trop tard. Alors, donc, ils avaient, comment dire, laissé tomber toute leur défense. Ils s'étaient uniquement occupés à récupérer tout ce qu'ils pouvaient dans le poste, munitions, nourriture, armement, enfin, vêtements, enfin, tout ce qu'ils pouvaient. Ils pillaient, quoi, purement simplement. Et on leur est tombé sur le poil, là, ils s'y attendaient absolument pas. On avait comme pour mission de reprendre la citadelle, on l'a vraiment repris au pas de gymnastique. Là, s'il est considéré parmi les anciens que c'est certainement la plus belle opération aéroportée de toute la guerre d'Indochine. La facilité avec laquelle les parachutistes reprennent le poste de Dong Ke ne masque pourtant pas l'inquiétude qui naît du côté de l'état-major français. D'autant que des renseignements signalent au même moment que d'importantes troupes Viet Minh se massent près de la frontière. Tout semble indiquer qu'une grande offensive se prépare. Face à ces informations, l'évacuation de Cao Bang est enfin décidée plus d'1 an après le rapport Revers. L'état-major met au point un plan secret. Celui-ci prévoit le repli de la garnison de Cao Bang commandée par le colonel Charton par la RC4, tandis qu'une colonne de soutien montera vers le nord pour lui prêter main forte. Le tout devant se dérouler le plus rapidement possible. Ainsi, mi-septembre, un groupement de 3 bataillons commandés par le colonel Lepage part de Lang Son pour s'installer à Tat Ke, qui va servir de base arrière à cette opération. On était bien à Lang Son. Et puis le 17 septembre, on nous dit en route. C'est-à-dire qu'on monte sur les camions et on part. On ne sait pas où. Et le capitaine ne sait pas où. Il reçoit ses ordres au jour le jour pour la simple raison qu'on a des Vietnamiens partout, comme serveurs, comme traducteurs, etc. Ils sont dans l'armée française. Et évidemment, ils transmettent ce qu'ils savent. Pour en revenir aux femmes qui ont joué un grand rôle là-bas, à mon avis, dans les bordels, les maîtresses d'un tel, etc., elles aussi, elles transmettaient aux Viettes
Je ne leur reproche pas. À Cao Bang non plus, les soldats ne sont pas tenus informés des plans de l'état-major. On ne nous a pas dit en premier lieu qu'il fallait quitter Cao Bang. On nous a dit de détruire les installations sans feu ni fumée. Ça, c'est un télégramme codé, chiffré. L'ordre émané du PC du colonel Constant. Et même si l'abandon de la ville n'est pas encore confirmé, les femmes et les enfants de Cao Bang ont commencé à être évacués par avion. C'est là où j'ai eu une des peurs de ma vie, c'est que des civils fuyaient. L'image que j'en garde, c'est comme le métro à une heure de pointe, vous voyez. Donc on était en surcharge, ce qui fait qu'au bout de la piste, on n'avait pas la vitesse pour décoller. Alors on a plongé dans la rivière pour prendre un peu de vitesse, passé entre deux arbres, et on s'en est tiré, mais limite, quoi. Mais alors que la colonne Lepage arrive à Tat Khe, les troupes Viet Minh lancent sur le poste de Dong Khe une violente attaque, avec plus de 10 000 hommes et des moyens d'artillerie considérables. Un déluge de feu s'abat pendant 3 jours sur la petite forteresse tenue par les légionnaires. Puis nous sommes arrivés sur les hauteurs de Tat Khe et on nous a annoncé que Dong Khe avait été repris. Alors ça nous est tombé dessus, un truc comme ça. On a dit mais c'est pas possible qu'un poste de l'armée française tombe aux mains des Viet Minh. Alors qu'il était tenu par des légionnaires, des vrais combattants d'élite. Et il est tombé. Alors on s'est dit mais il y a quelque chose qui se passe. Qui n'est pas très catholique, qu'on n'arrive pas à saisir, puisqu'on n'avait pas d'informations particulières. Voilà. On a appris qu'il y avait sur Dong Khe 15 bataillons Viet. Et nous étions à Cao Bang, là, nous étions 3 bataillons. Alors 15 bataillons contre 3, là, on a commencé à serrer les dents et autre chose. C'était quand même assez dur à vivre. Le général Giap, responsable de cette action d'éclat, suit sa stratégie. En coupant la RC4 en 2, il vient d'isoler Cao Bang. Et ces hommes, qui au prix d'un travail énorme ont transformé la nature en piège, attendent maintenant patiemment leurs adversaires pour les anéantir. L'état-major français ne modifie pas ses plans pour autant. Toutefois, pour permettre l'évacuation de Cao Bang, il faut d'abord reprendre Dong Khe. C'est la première mission qui est donnée à la colonne Lepage. Forte de 2400 hommes, elle se met en route le 1er octobre. La colonne se scinde en plusieurs éléments pour occuper des positions stratégiques autour de Dong Khe. Le Napa et surtout le Nakeo. Quand on a pénétré au Napa pour tenir la position, on est tombé sur une vraie installation de Viet. Les postes de combat, et ils avaient même installé, comme il pleuvait, c'était la saison des pluies, il faisait très mauvais, il pleuvait tout le temps, ils avaient installé des sortes de lits collectifs en bambou. On pouvait s'installer à 10 ou 15 sur le même lit. On se mettait les uns à côté des autres sur les lits. On a dit merci les Viet, nous. Les installations sur Napa révèlent que les Viet ont préparé le terrain. Mais sur le Nakeo, la surprise qui attend les Français va être violente. Nous, on était en bas, on montait d'un côté, et eux étaient derrière. Ils arrivaient derrière de la brousse profonde, quoi. On les voyait pas. Et puis tout d'un coup, un coup de clairon, les Viet ont attaqué, mais par derrière, à l'endroit où on les attendait pas.
Ils sont arrivés en horde hurlante et mitraillante. On s'est replié, il fallait bien se replier, dans la vallée. Et les Viets ont anéanti la première compagnie du bataillon de marche du 8e RTM en un quart d'heure. Là, c'était la guerre farouche, au couteau, à la grenade. Au matin du 3 octobre, après une nuit de combats terribles, notamment sur le Nakeo, la reprise de Donkey paraît de plus en plus illusoire, tant les hommes engagés sur le terrain sont harcelés de toutes parts. C'est alors presque par inadvertance que le sens de cette manœuvre va enfin être révélé aux soldats de la colonne Lepage. Notre radio Doudou Keïta, qui est mort dans les combats, et qui était un garçon adorable mais très compétent, nous appelle, Sport et moi, et nous dit « Il y a un truc énorme qui se passe, je viens d'entendre la radio de Singapour. Et elles annoncent l'évacuation de Cao Bang. » Nous, on ne le savait pas, personne ne le savait. On se dit « Mais c'est pas possible !» Et les Viets, donc, vont le savoir, parce que les Viets, ils étaient tout le temps sur les fréquences de Singapour, les fréquences chinoises, etc. L'information entendue à la radio est exacte. Ce même jour, 3 octobre, le colonel Charton, commandant la place de Cao Bang, prend la tête d'une colonne de 2700 hommes qui abandonnent la ville. Il s'engage sur la RC4 en direction de Tatke. Le colonel Charton était venu me voir la veille. Il avait reçu l'ordre de partir le premier, mais il ne voulait pas parce que il ne savait pas ce qui allait se passer et il attendait le contre-ordre. Il espérait bien qu'on lui dirait de ne pas partir. Enfin, finalement, c'était impossible. Il a fait tout est sauté à l'intérieur de la ville, tout ce qu'il pouvait y avoir. Tout était miné, sauté. Et puis, on n'est parti que le 3 octobre. Le colonel Charton a voulu emmener les civils avec lui. Il dit « Je ne les laisse pas, il n'y a pas de raison, ils vont se faire tuer ». Et quand on est parti, on aurait cru l'exode de 1940, hein, avec les civils, les militaires. Sur la RC4, on partait. C'était quelque chose. Pendant ce temps, autour de Donkey, la situation devient dramatique pour les hommes de la colonne Lepage qui sont débordés de toutes parts. Lepage tente de regrouper ses troupes rescapées un peu plus à l'ouest dans la cuvette de Koksa. On rentre dans la première cuvette de Koksa, et ça c'est très impressionnant parce que ce qui se passe, c'est que il y a de l'herbe, il y a des petits rochers et autres, mais toutes les parois sont couvertes d'arbres et de rochers, donc on ne voit pas de l'autre côté, on ne sait pas ce qu'il y a. Ce que la végétation occulte, ce sont les immenses falaises qui encerclent entièrement la cuvette. Et l'unique sortie est un sentier abrupt et étroit. Ma thèse, c'est qu'on n'est pas allé dans la cuvette de Koksa volontairement. Je pense qu'on nous a attaqués de droite, de gauche, etc. Et que peu à peu, comme une souris dans son manège, on nous a enfermés dans la cuvette de Koksa en disant là-dedans, il y a la colonne Lepage, on les tient prisonniers et on pourrait anéantir à notre tour la colonne Charton. Les événements vont se précipiter. Le lendemain, 4 octobre, l'état-major donne l'ordre au colonel Charton de quitter la RC4 pour s'engager sur une piste afin de lui permettre de porter secours plus rapidement à Lepage. Car désormais, c'est la colonne de secours qui doit être secourue. Après le kilomètre 12, là, on s'est arrêté et on a fait sauter tous les camions les uns après les autres, les brûler sur place. Je trouve que pour un militaire, rien que de voir brûler des camions, c'est un petit peu gros. Hein. On a eu ordre de prendre la piste de Quenlep. Les pistes existaient sur les cartes, mais c'était de la jungle. On suivait le ruisseau et puis tout le monde à colonne par un avec les civils, vous n'avez qu'à voir ce que ça peut donner. C'était catastrophique. Il faut être fou pour avoir l'idée de replier une ville
dans ces conditions. Alors je ne sais pas si vous représentez colonne par un, ouvrir une piste au coupe-coupe, c'est quand même pas coton. Et là, ça retarde la marche. Cette colonne qui s'étend sur plusieurs kilomètres et qui progresse de quelques centaines de mètres à peine par heure permet au général Diap de refermer son piège. Les troupes de son armée populaire, maîtresse du terrain, s'abattent sur la colonne Charton. Non, on a fait quand même une quinzaine de kilomètres, même pas 10 kilomètres, puis la tête de convoi était accrochée déjà, ça y était. On a commencé d'être allumé, etc. Alors là, il fallait recevoir des ordres, passer à droite ou à gauche pour essayer de décrocher, pour essayer de prendre les viettes par derrière. Pour vous parler, il y en avait tellement que je ne risquais pas de les prendre par derrière. Mais enfin, il fallait avancer, et on n'enterrait même plus les morts. On avançait, on faisait le rouleau compresseur. Ça se battait en dessous, ça se battait à droite, à gauche, devant sur la crête aussi. Alors là, c'est les fusils mitrailleurs et les PM devant à la hanche, on rafale et on passe. Ils ont ramassé les blessés qu'ils trouvaient, ils les ont mis dans un coin entre des rochers. Et puis, soi-disant qu'ils ont laissé un médecin, mais ça devait être plutôt un infirmier ou je ne sais qui. On les a abandonnés tous, là. On n'a jamais plus entendu parler d'eux. Même les Viettes n'en ont pas parlé, rien. Et les blessés abandonnés, le regard qu'ils ont quand ils vous voient partir, ce que ça peut donner. Hein. Parce qu'ils savaient très bien qu'ils allaient y passer à leur tour. Hein. Ça, c'est catastrophique. Et j'ai de ces regards que je garde toujours en mémoire. Hein. Pour moi, la RC4, c'est le problème des blessés. C'est ce qui m'a toujours hanté. C'est très long de mourir. On ne meurt pas comme ça. Hein. Un homme reçoit une balle dans le ventre grosse comme une bille. Il peut appeler sa mère pendant 3 jours. Et ce qui était dramatique, surtout ce qui s'est passé le 7 octobre au soir, c'est que j'ai laissé autour de moi des dizaines et des dizaines de blessés qui appelaient leur mère dans toutes les langues, allemand, italien. Les Arabes appellent leur père. Et puis qui ont été laissés à l'abandon et qui ont été mangés la nuit par les bêtes. On envoie des gens au combat, on ne prévoit pas qu'on va perdre, on ne prévoit pas qu'on va laisser la moitié des hommes sur le terrain et qu'ils vont mourir. Ça, je l'ai raconté à tous les officiers que j'ai rencontrés depuis. Ça n'a pas l'air de les intéresser. Les rescapés de la colonne Charton finissent par prendre pied sur les hauteurs de la côte 477, à quelques centaines de mètres à peine à vol d'oiseau de la cuvette de Coxa, où se trouvent toujours les restes de la colonne Lepage. Mais pour rejoindre Charton, Lepage doit maintenant s'extraire du piège dans lequel les Viettes le retiennent. Car la cuvette est entièrement encerclée. Et pour en sortir, une seule issue possible, un sentier à pic tenu par un bataillon Viet Minh. À l'aube du 7 octobre, les légionnaires du 1er bataillon étranger de parachutistes lancent la première vague d'assaut pour tenter de faire sauter ce verrou. Devant le nombre, ils ont réussi à passer le BEP en laissant la moitié des effectifs sur le terrain. Le piège se refermait et nous, les Marocains, on est repartis après. Les légionnaires étaient presque tous morts. Et nous, nos goumiers tombaient comme des mouches. Ils chantaient la Fatia. C'est un chant, on remet son âme à Dieu, à Mahomet, on remet son âme au prophète, et on se remet entre les mains de la divine providence. C'est ça, la Fatia. Donc, dans leur esprit, ils allaient à la mort. Allah, Allah. Ils s'encouragent comme ça et ils montent au combat, à l'assaut, en hurlant comme ça entre eux. Ça les fanatise, quoi. Ça les fanatise. Et nous, par la même occasion, on suit. La 3e compagnie avait reçu l'ordre de passer par la droite. C'est-à-dire directement par la falaise, parce qu'il n'y avait plus de place pour passer au milieu. Et j'ai vu des gars, à ma gauche et à ma droite, tomber, s'écraser au fond. Et l'endroit où on retrouve beaucoup de cadavres, et où nous, Goumiers, nous avons perdu beaucoup de monde, c'est en bas du sentier. Parce que là, il y avait le 2e bataillon qui nous attendait. Quand je suis descendu, j'ai vu comme mes camarades, il y avait des Viettes et des légionnaires et des tirailleurs et des Goumiers
enlacés les uns dans les autres, les uns sur les autres. En fin de matinée, ce 7 octobre, les rares rescapés de la colonne Lepage font la jonction avec ce qui reste de la colonne Charton. Et il y avait le curé de Caoban qui a fait un truc. Hein. Il a donné sa bénédiction à tous ces gens qui étaient en train de mourir. Et aux vivants et aux morts. Et lui, il a été fait prisonnier en arrivant à Dunkerque. On ne l'a jamais revu, il a disparu. Il n'y a plus d'unité. Il n'y a plus de technique, il n'y a plus qu'un gars qui est sergent, qui est lieutenant, qui rassemble les hommes autour de lui, ou les hommes qui se rassemblent autour de lui parce qu'il est blanc puis qu'il a un galon. Il n'y a plus de commandement, il n'y a plus de radio, il n'y a plus d'ordre. L'opération tourne au désastre. Le colonel Charton donne l'ordre aux survivants des 2 colonnes de tenter de rejoindre Tatke par petits groupes. Et ce même jour, il est fait prisonnier. 2 jours plus tard, ce sera au tour du colonel Lepage. Les effectifs de quelques 7000 hommes, dont des unités d'élite de l'armée française désormais livrées à eux-mêmes, sont en train de disparaître corps et biens dans la jungle. Nous, au lieu de prendre comme tous les autres, légionnaires, Goumiers, dont ceux du premier Tabor, ils ont pris la vallée de Banka et ils ont foncé en pensant que la vitesse les sortirait du pétrin. Mais ce qui s'est passé, c'est que les Viettes ont été tellement vite qu'ils sont remontés à toute allure et qu'ils ont fait des petites embuscades les unes derrière les autres. Ce qui fait que les gars qui arrivaient à sauter une embuscade, ils tombaient sur la suivante. Et nous, on a décidé de passer à contrepente dans l'ouest, c'est-à-dire à l'endroit d'où venaient les Viettes. C'était un coup génial. On était dans le dos des Viettes. Le guide nous a fait monter dans un lieu boisé, bizarre. Puis tout d'un coup, les grenades tombaient des arbres comme des pommes en Normandie. Des grenades qui éclataient. Moi, je me suis trouvé en sang tout d'un coup, avec des blessures partout. Et puis après, les Viettes sont arrivés. On s'est battu comme on a pu. C'est là que j'ai été laissé pour mort. J'avais une balle dans le cou, je sais pas si c'est... Alors elle est rentrée. Ce qui est curieux, c'est que j'avais mon chapelet autour du cou. Elle a touché ni le chapelet, ni les artères, ni les vertèbres. Elle s'est logée là derrière, entre les vertèbres. Le colonel Constant, qui dirige les opérations à 100 km de là, décide d'envoyer des renforts pour prêter main forte aux survivants. Mais en fait de renfort, il envoie au sacrifice un bataillon de parachutistes. 300 hommes face aux 35 000 de Diap. Colonne de secours, qui faisait 3 bataillons, était détruite. Nous, on a été détruits. Et quand les 6 bataillons ont été détruits, on fait sauter un bataillon de parachutistes. Combien de temps il a duré, le pauvre vieux? C'est de la folie. Non, mais je crois qu'il y a eu une erreur de commandement terrible. On a commencé en notre derrière le 9, on a sauté le 8. Il s'en est fallu d'une journée. Et ça a eu aussi une incidence, c'est qu'ils ont gratté tous les fonds de terroir pour constituer une unité. Alors il y a beaucoup de gars qui avaient fait leur séjour service auto, intendance, comptabilité, enfin des gras de papier, des trucs comme ça, qui n'étaient jamais sortis. Ils se sont dit, c'est la dernière, on va pas louper ça, il y a peut-être moyen de récupérer une banane. Et ils ont sauté. Et ils sont pratiquement tous morts en captivité. Avec le soutien des parachutistes, les survivants des 2 colonnes parviennent par petits groupes à rejoindre leur base arrière, Tatke.
où c'est le sauf-qui-peut général. Tous les commerçants locaux qui foutaient le feu à leur baraque, ça avait quelque chose d'assez fantastique de voir tous ces feux. Et puis les indigènes, enfin, les locaux qui partaient bride abattue. Je ne pouvais plus marcher, hein. Donc j'étais prisonnier à Tatke, où j'étais évacué. Et on m'a évacué, mais comme il y avait des gars qui avaient des membres coupés, les mains, les bras, les jambes, d'autres qui étaient en train de mourir avec des blessures au ventre et tout, on m'a mis dans l'avant-dernier ou le dernier avion qui a décollé de Tatke. Et pendant qu'on décollait, les Viettes tiraient à la mitrailleuse de 12-7. C'est dire le pot que j'ai eu dans cette affaire. Les vagues Viet Minh déferlent dans Tatke à la poursuite des fuyards qui se replient vers le sud et Lang Son. Mais il reste encore un pont à franchir. Les Viettes avaient réussi à faire sauter le pont qui enjambait le Song Kikong. Il n'était pas bien large, mais enfin, il doit faire une soixantaine de mètres de large. Il fallait passer en barque. Alors donc, les Tabors étaient avant nous, ils sont passés avant nous, et en prenant leur temps. Et une fois passés de l'autre côté, ils les ont laissés, il a fallu que deux gars traversent le Song Kikong à la nage en pleine nuit pour les récupérer. Alors tant et si bien que lorsque le bataillon, ça devait faire 300 hommes, est arrivé de l'autre côté, il faisait grand jour. Alors que nous aurions dû traverser de nuit. Et ça a été, c'est ce qui a causé l'anéantissement du bataillon. C'était ça. Il y a eu beaucoup de blessés. Et là, on a reçu l'ordre, abandonner les blessés, saboter le matériel lourd et regagner Nacham. Et j'aime bien la formule en pratiquant la guérilla. La formule était belle si on considère qu'on n'avait rien bouffé depuis le dimanche précédent, qu'on n'avait plus de munitions. Je me demande comment on aurait bien pu faire pour pratiquer la guérilla. Enfin, ça, c'est certainement une formule d'un quelconque colonel qui n'était jamais sorti de son bureau et son air climatisé. Les premiers rescapés ayant réussi à échapper aux Viet Minh arrivent enfin à Lang Son, là où se trouve l'état-major du colonel Constant, celui qui a dirigé à distance toute cette opération. Mais une nouvelle surprise les attend. À Lang Son, alors là, c'était la débandade, la honte de ma vie. Parce qu'il n'y avait pas de Viet, il y avait des troupes, et il y avait un ordre du commandement stupide qui a dit « il faut abandonner Lang Son ». Pourquoi? Il n'y avait aucune raison de le faire. Mais c'était la panique qui s'était emparée de nos chefs, certains chefs. Hein. Je ne parle pas des chefs aux petits échelons. Mais... Le colonel Constant, personnage fastueux, ambitieux et mondain, qui utilisait pour ses soirées les services d'un majordome ancien responsable de Vichy, a, en ce 10 octobre 1950, perdu beaucoup de sa superbe. Il a persuadé ses supérieurs d'abandonner immédiatement la grande place forte de Lang Son, qui n'est pourtant pas directement menacée. En quelques jours à peine, le commandement français, qui a accumulé les erreurs, est passé de l'assurance la plus excessive au pessimisme le plus affirmé. De plus, et sous prétexte de ne pas éveiller l'attention, on ne procède à aucune destruction. Des stocks considérables vont être ainsi laissés aux Viet Minh. Ils ont laissé à Lang Son une quantité invraisemblable de matériel, d'armement, de vivres, etc., alors que nous étions démunis de tout. Mais ils sont nombreux, tous ceux qui n'ont pas réussi à rejoindre Lang Son et qui errent encore au beau milieu de la jungle. Moi, je suis resté 9 jours sans manger. C'est pas la faim qui compte, c'est la soif. On descendait dans les ruisseaux. Vous voyez un cadavre à 10 mètres plus haut, on prenait de l'eau tout de suite pour pouvoir se récupérer. Avec le cadavre en haut, ça n'a pas d'importance. Allez, hop, on remplissait nos gourdes et puis on se sauvait tout de suite. Il fallait bien boire. On faisait 300 mètres, on tombait sur une embuscade. Alors quand on se fait tirer dessus, ça éclate. Les gars éclatent, ils ne restent pas groupés, ils éclatent. Et à force d'éclater, pendant 3 jours comme ça, moi, quand j'étais prisonnier le 15, on était 3. Et puis, j'ai vu une clairière ensoleillée
dans lequel il y avait des Français, des soldats de l'armée française, qui étaient en train de manger une boule de riz rouge. C'est le riz des montagnes. Il y avait un paysan du coin, son épouse, une femme, portait des boules de riz, il versait. Je dis, mais c'est pas possible qu'on a mangé, je croyais rêver. Et puis je suis descendu dans cette clairière, j'ai mangé. Puis après, je me suis aperçu que la clairière était un piège et que nous étions prisonniers. Et j'ai beaucoup d'admiration pour cette façon de faire des prisonniers. Parce qu'ils nous ont attirés, ils nous ont donné à manger, et puis après, ils nous ont pris nos armes, et on était prisonniers. Une gosse qui est venue avec ses buffles, et vous savez que les buffles, quand il y a un Européen, il lève le nez, hein, et ça, il nous repère de loin, hein, parce qu'on ne sent pas comme les gens du coin. Eux, ils ne se lavent pas au savon. Et nous, on était, bien qu'il y avait longtemps qu'on n'était pas lavé au savon, on a toujours une petite odeur, les buffles. La fille est venue, puis elle nous a vus, cachés dans les buissons. Alors elle a retourné les buffles. Elle a dit, bon, elle va s'en aller, elle est partie. Mais une heure après, c'était une compagnie complète de Viettes qui nous avait encerclés. Et puis, allez, les 4 prisonniers. On avait l'impression qu'on était les seuls à avoir été prisonniers, que les autres étaient passés. On est resté plusieurs heures comme ça, c'est nous les cons, les autres, on est vraiment des moyens, comme ça. Et c'est presque dégueulasse. On a été soulagés de voir des copains. C'est un sentiment assez bizarre, mais c'est vrai, on a été contents de voir des copains, de se dire qu'on n'est pas les seuls à se faire faire aux pattes. Au final, le bilan de cette bataille de la RC4 côté français est très lourd. Sur les 7000 hommes engagés, plus de 5000 ont été mis hors de combat en quelques jours à peine, tués, blessés ou faits prisonniers par le Viet Minh. Parmi ces prisonniers, les chefs en personne, le colonel Charton et le colonel Lepage. Des captifs qu'on dirige maintenant vers des villages éloignés de la haute région et qui vont faire office de camps de prisonniers. Le premier jour, on était fait prisonniers dans les cabanes dehors. Là. Le matin, moi, quand je me suis réveillé, on était tellement serrés l'un contre l'autre pour se tenir chaud. Celui qui était avec moi, devant moi, il était mort. On ne s'est même pas aperçu qu'il était mort. On sait bien qu'on a quand même des chances de se prendre une balle sauce mal placée. Ça, c'est normal. On n'est pas en train de jouer à la marelle, on est parti faire la guerre. Donc, être tué au combat, c'est pas souhaitable, mais c'est normal. Mais tous ces gars qui sont morts en captivité, c'est absolument affreux. Les gars de Buchenwald, c'est du pari au même, vous comprenez? Qui sont morts comme ça et qui se sont laissés aller. Parce qu'à partir d'un certain moment, ils avaient perdu le goût de vivre. C'était infernal de voir ces types qui se suicidaient. Je les ai appelés dans un de mes ouvrages des suicidés parce que quand un homme veut mourir, quand un humain veut mourir, eh bien, il laisse tout aller et il meurt. Le premier qui est mort à Nongpan, on l'avait bien enveloppé dans une natte, on avait fait un trou, je sais pas, peut-être 70 cm de profondeur, avec une croix, avec un truc comme ça, et on avait brûlé son nom sur la croix, comme ça, et puis après, on les a enterrés par rangée de 6 sous 30 cm de terre. Lorsque le Viet Minh libère au fil du temps et au gré des événements des prisonniers, leur état laisse peu de doute quant à la réalité des conditions de détention qui ont été les leurs. En plus de la souffrance, la suspicion d'avoir été retournés par l'ennemi pèse aussi sur ces soldats. Pour les jeunes survivants qui rêvaient d'aventure, l'épilogue est cruel. Leur retour en métropole n'est pas fêté, loin de là. La majeure partie de l'opinion se désintéresse de ce conflit lointain et de ses péripéties. Seul, le Parti communiste, qui suit la ligne de Moscou, milite farouchement contre la guerre d'Indochine, cette sale guerre,
et fait de ces soldats sacrifiés les méchants de l'histoire. On revenait des centaines de prisonniers blessés, etc. Il fallait nous cacher. Il fallait nous cacher ou nous dénigrer, quoi. Il fallait ne pas parler de cette guerre. Les seuls qui en parlaient, finalement, c'était les communistes. Parce qu'on a débarqué de nuit à Marseille parce qu'il fallait éviter de recevoir des cailloux, des boulons. Sinon, il y a eu des cercueils qui ont été lapidés, bon. Partout où je me présentais pour trouver du boulot, on me demandait ce qu'on appelle maintenant un curriculum vitae. Je disais, rien, j'ai passé mon bac et puis après je suis parti en Indochine. Quoi, Indochine? La lourde. On ne voulait pas de moi.